Ce soir, donc, on va regarder le film d'Alain Morvan qui va je vais nous dire peut-être quelques mots pour... Rapidement, hein, je suis un jeune documentariste après avoir été un journaliste longtemps. Et donc ce film-là, c'est mon premier film, qui est, j'espère, le premier d'une longue série. Et en fait, je me suis intéressé en fait à... Et on en reparlera peut-être après le film, ce sera mieux. Je me suis intéressé à ce sujet qui n'est pas forcément le plus attractif, qui est un peu aride, un peu complexe parfois. On l'a vu aussi lors de l'intervention cet après-midi à la briquerie. Ils ont adhéré d'ailleurs, ils sont accrochés, ils sont restés dedans, et ça c'était vachement satisfaisant. Mais voilà, je me suis intéressé à cette histoire après le meurtre de Sarah Halimi, en fait. Certains connaissent peut-être, se rappellent de cette histoire, et qui a créé, c'est le meurtre, pour ceux qui ne s'en souviennent pas, le meurtre d'une dame qui s'appelle donc Sarah Halimi par Kobili Traoré, qui va dans une sorte de décompensation furieuse la tuer sans raison apparente, sauf que derrière on va trouver peut-être une raison qui est l'antisémitisme. C'est un des sujets de ce meurtre-là, et au-delà il y a la question qui est posée de savoir était-il responsable ou irresponsable de ses actes. Et le sujet va devenir tellement sensible à l'époque qu'il y aura une commission parlementaire qui va réformer la loi dans le sens où est-ce qu'on peut considérer quelqu'un comme irresponsable de ses actes s'il a pris des produits stupéfiants pour commettre son acte. C'était un des sujets autour de cette histoire de Sarah Halimi. Mais ça, pour moi, ça a fait remonter un autre sujet, c'était le sujet est-ce qu'un malade mental est d'abord quelqu'un de dangereux, ou est-ce qu'il peut être aussi d'abord considéré comme un malade. Et ce débat est devenu très aigu à l'Assemblée nationale notamment, et au-delà dans les médias, et ça m'a poussé à écrire quelque chose qui était, ce n'est pas une réponse évidemment au débat de l'époque, en avril-mai 2021, mais c'était une manière aussi de rappeler que les choses les plus, les choses sont parfois un peu plus complexes qu'on ne le croit, et en cette matière-là, comment on évalue la santé mentale, comment on évalue, on sait très bien aussi que le sujet, c'est aussi la façon dont on expertise en matière de judiciaire aujourd'hui, on manque d'experts, c'est le contexte général, et qu'il fallait peut-être réfléchir à nouveau à comment on pouvait considérer, donc d'un côté, est-ce que quelqu'un qui a tué, mais qui n'est pas responsable de ses actes, doit être absolument enfermé à vie ou pas? Doit-il être jugé ou pas? Comment doit-il être jugé? Doit-il être soigné? C'est toutes ces questions en fait qui ont été à l'origine de la proposition que j'ai faite à France 3. C'est France 3 qui l'a pris et qui a une producteur. Actuellement, Aurélien Enveux, l'idée c'est d'échanger avec le réalisateur. Donc, je ne sais pas s'il y a déjà des remarques, des impressions. Je préfère peut-être vous laisser réagir. Le film, c'est dur. Hein. C'est un peu dur. C'est pas un sujet extrêmement rigolo. Bon, voilà. Et on a ressenti dans le film que c'était dur. Hein. C'est pas très dur à ressentir. Est-ce que je serais curieux de savoir si pendant les interviews, pendant que vous étiez devant les parents ou des trucs comme ça, est-ce qu'ils ont craqué en fait lors des interviews? Est-ce que c'était vraiment dur à filmer dans un sens waouh, on interviewe les parents, ils craquent devant nous-mêmes on craque, est-ce que c'est dur en fait de filmer? C'est une excellente question parce que c'était un des sujets du film. On en parlait tout à l'heure d'ailleurs avec Natacha, donc la maman de Luca, était présente avec nous cet après-midi. Alors elle ne pouvait pas être là ce soir, mais c'est un des sujets, un des enjeux du film, c'était comment je traitais l'émotion. C'est une des clés, c'est-à-dire qu'est-ce que j'en faisais. Là en l'occurrence sur un sujet comme ça qui est lourd, qui est un peu complexe, un peu technique, si je mettais beaucoup trop d'émotions dans le film, finalement j'emportais toute la réflexion, c'est-à-dire qu'on aurait tous été d'un côté avec les parents du petit Luca, ensuite on serait mis du côté des parents
donc de gens, on serait... Vraiment, on aurait... par empathie, quoi. Hein, et à la fin, on se retrouve très bien dans... On pourrait très bien se retrouver à la place de Frédéric, donc le frère de Christophe, qui se retrouve, lui, au milieu d'un désastre. Et donc, la gestion de l'émotion, pour moi, c'était une des clés du film. C'est-à-dire comment j'allais gérer, moi, pas simplement mes propres émotions, ça c'est mon taf, quoi. En tant que journaliste, j'ai fait plein d'interviews complexes, etc. etc. Et voilà, on vide ça après les interviews avec ses proches, ou on gère ça avec soi-même. Mais là, l'intérêt, c'était de travailler sur l'émotion des gens que j'interviewais. La plus difficile, ça a été l'interview de Natacha et Sébastien. Celle-là, on a eu du mal à la commencer, pour être honnête, puisque on commençait à parler et puis les deux s'écroulaient. Voilà. Quand vous êtes réalisateur en face, quand il y a le cadreur qui vous regarde et qui dit bon, on peut pas faire une interview comme ça, et forcément le sujet est extrêmement dur. Les questions, moi je les avais travaillées de telle manière à ce que justement j'essaye de préserver leurs émotions au départ. Voilà. Mais je leur avais donné des consignes aussi. C'est-à-dire, je leur avais dit, voilà, moi ça faisait partie aussi du deal de départ. Ils avaient refusé plein d'autres projets de films. Moi, je leur ai surtout expliqué que justement, je voulais surtout pas de leur émotion. Moi, ce qui m'intéressait, c'était justement de décrypter à peu près tout ce qui s'était mal passé. Pourquoi, dans chacune des 3 affaires, ça avait dévié du cours normal. Là, pour eux, dans leur cas, c'était le cours normal de la justice. Si la précédente affaire concernant l'auteur du meurtre de Luca s'était pas déroulé un métier en plein milieu des vacances judiciaires, et que l'histoire, ça n'avait pas juste été, on a considéré le gars comme juste un peu alcoolique, un peu énervé, et on était passé à côté de sa pathologie psychiatrique, peut-être que l'affaire de Luca aurait été différente. Il ne serait peut-être pas passé à l'acte, on aurait pu anticiper. Bref, donc l'émotion, la gestion de l'émotion, pour laisser de la place à la réflexion. Mais néanmoins, alors, le cas des Schreiber, par exemple, alors eux, je ne les connaissais pas, j'étais allé les voir à l'issue d'une audience, en fait. Il y a eu l'audience devant la chambre de l'instruction qui concernait leur fils. J'étais dans le public. Alors, l'avantage que j'avais, c'est que je connaissais la présidente de la chambre de l'instruction, qui, complet hasard, est l'ancienne présidente des Assises de Moselle, et qui venait d'être nommée à la chambre de l'instruction de Nancy, et sa première affaire, en tant que présidente, c'est celle-là. Elle me dit, Alain, j'ai une affaire là, viens, peut-être que tu pourras rencontrer des parents, etc. Et je vais les voir, on discute 1 minute 30, et puis je les revois après. Je vais les revoir chez eux, dans les Vosges, à Belleval, et on passe 1 journée et demie, ils ne me laissent pas repartir. Parce qu'ils ont absolument besoin de vider tout ce qu'ils n'ont pas pu dire depuis ce que ça leur est arrivé. Ils ont été assimilés à l'acte de leur fils, et donc ils habitent dans les Vosges, un peu dans un village qui s'appelle Belleval, et Belleval c'est entouré évidemment de montagnes, etc. C'est un petit peu à l'écart, ils ont une rue qui monte et qui est la dernière juste avant la forêt. Vraiment, ils sont très bien dans leur cocon, si j'ose dire. Ils voulaient parler à personne, et voilà, ils étaient dans leur malheur qu'ils cultivaient à 2, si j'ose dire. Et là, l'émotion, c'était un autre problème aussi. Comment ? Donc pendant 1 jour et demi, on a tout mis sur la table. Ils m'ont tout raconté. Ils m'ont raconté ce qu'ils avaient fait pour leur fils. Ils avaient traversé l'Europe, parce qu'il était parti en vrille tellement de fois. Un jour, je crois qu'ils l'ont récupéré à poil à la frontière polonaise, rappelé par l'ambassade. Ils ont dû faire le voyage comme ça, ils sont tombés des nues. Ils ont été, un jour, il avait un job dans la région de Tours. Il s'est mis, il a grimpé en haut d'un arbre, il a menacé de se jeter d'un pont. Enfin bref, une vie de parents qui courent après la maladie de leur fils. Un fils qui est voilà, ils ont ça. Non. Mais ce qui est bien, c'est qu'on a pu mettre tout ça sur la table. C'est-à-dire qu'avec eux, et ils m'ont livré tout ça. Et au moment de l'interview, c'était beaucoup plus simple. Parce qu'ils m'avaient déjà donné l'essentiel des clés. Moi, je venais avec mes questions, bien sûr. Mais, en fait, ils me faisaient confiance. Là aussi, c'était un des gros enjeux. Donc, gérer l'émotion. Vous avez vu, enfin, vous avez dû vous en rendre compte, je ne veux pas qu'ils en fassent des tonnes. J'étais sur une ligne
assez... en fait, à chaque fois qu'ils ont des émotions, je voulais qu'elles soient fortes. Mais parce que toutes les autres émotions dans lesquelles je les mettais en scène étaient très légères. Je voulais que ça marque avec assez peu d'émotions. Parce que sinon, l'émotion sur ces sujets-là, c'est une vague dévastatrice. On ne réfléchit plus. On n'a plus accès à ça. Et c'est le risque de tous ces sujets-là. On est tous dans l'empathie. Enfin, moi, j'étais complètement dans l'empathie à chaque fois que je rencontrais des personnages. Évidemment, heureusement qu'il y avait aussi tous ceux qui m'aidaient à construire tout ça, c'est-à-dire les psychiatres, les experts, et qui me permettaient de ranger les sujets dans des cases. Mais dans les émotions, c'était... Donc, c'est une question qui a été la question avec laquelle j'ai travaillé avec mon cadreur et mon ingé son. Et là, j'ai eu beaucoup de chance, c'est qu'on s'est retrouvés sur la manière d'aborder les sujets. Et c'est devenu... Ça peut paraître un peu froid, d'ailleurs, pour certains, je peux l'imaginer, mais je voulais pas... Je voulais qu'on laissait de la place à la réflexion. C'était ça. C'était l'ambition. 52 minutes, c'est court. S'il y a 20 minutes d'émotion, il n'y a plus rien, il ne reste plus rien du film. Donc c'est un risque. C'est facile de jouer sur l'émotion. Tout dans notre société, pour le dire très très vite, nous pousse à surréagir. Là, ce que j'avais envie, c'est qu'on sous-réagisse. Ça peut paraître bizarre, mais c'était le projet documentaire. C'était un tout petit peu sous-réagir pour pouvoir écouter les mots et prendre les mots avec toute leur valeur. Madame Schreiber, moi je suis toujours estomaqué à chaque fois que je vois cette image. Quand elle prononce ces mots, elle est en train de... Elle raconte son drame. Voilà, je me suis mis à distance de mon fils, et puis à un moment elle dit, mais la famille. Et là, elle est en train de se mettre dans la peau de la famille de la victime. Et là, elle est en train de parler à distance avec la maman du petit Lucas. Il y a tous ces échos-là qui se font. Bon, voilà. Là, il me donne quelque chose de très très fort, aussi parce qu'il y a eu ce travail en amont. Mais c'est juste, hein, c'est le sujet qui a été ma préoccupation. Voilà. Merci pour cette question. Une autre question? Ou une remarque, un commentaire. Sentez-vous libre, voilà, c'est l'occasion. Moi j'aimais bien les temps justement de réflexion qu'on pouvait avoir avec très peu de mots, juste un paysage qui passe, et puis on est là et ça descend quoi, dans les couches de compréhension. Il faut absorber. Voilà. C'est ce que je me suis dit régulièrement. Au bout d'un moment, moi j'avais énormément de matière. Et puis au montage, eh ben, tout le sujet, ça a été d'enlever tout le surplus de matière, comme une sculpture, quoi. J'avais beaucoup trop de matière. Le montage, c'est toujours ça, vous me direz. Mais là, en particulier, c'était d'essayer de me mettre dans la peau de celui qui va regarder. Et là, me dire, bon, allez, voilà, on absorbe un peu, là. On prend le temps, on conscientise un petit peu ce dont on parle. Il y a beaucoup de plans de nature, du coup, dans ces plans de couple. Donc certains vous avez reconnus, j'imagine. Dites-moi que vous avez reconnu, puisque j'ai tourné beaucoup dans le coin. Et vous connaissez Belleval en plus. Bon. Mais il y a les hauteurs de... il y a ces Zoufjan, hein, c'est ça Voilà, aussi, il y a quelques paysages qui ont été pris là-bas. Il y a quoi Manom, le long de la Moselle. Le long de la Moselle, etc. Je ne peux pas renier que j'ai travaillé ici quelques années et que j'aime bien le secteur, outre le fait que les gens, dans mon film, certains sont d'ici. Et c'est quand même un constat terrible pour la justice, pour la psychiatrie, pour la société en général. J'espère que vous ne m'avez pas pris pour un procureur, mais c'est vrai que globalement, je suis... En fait, tout mon sujet à moi, là en tant que réalisateur, c'était de me servir de ce que j'avais fait comme journaliste avant, et puis de pouvoir... Je me suis dit, je vais évaluer les différents problèmes en me posant à chaque fois la question, est-ce que ça a fonctionné ou est-ce que ça n'a pas fonctionné? Malheureusement, je suis désolé, mais là c'est sans doute mon travers de journaliste, je me suis plutôt intéressé au train qui n'arrive pas à l'heure, plutôt qu'au train qui arrive à l'heure. Mais là en l'occurrence, je suis allé creuser les sujets. Dans l'affaire de Lucas, effectivement, c'est la justice qui a raté le coche, mais alors, une fois de plus, je ne suis pas juge de ça. Je pose les éléments. Après, chacun se fait son point de vue. Je sais comment travaille la justice au mois de juillet.
Et ben, le mois de juillet à Carpentras, il n'y a pas de juge, ou très peu. Les policiers, ils ont trop d'affaires à gérer. Et s'ils peuvent ranger quelque chose dans la case, c'est une histoire d'un mec qui a trop bu, qui a été se bagarrer avec son voisin et qui a voulu lui donner un coup de marteau, ça arrange la justice. On ne va pas désigner un expert qui va vous répondre 6 mois plus tard, etc., etc. Il y a plein d'explications, on peut comprendre tout ça. L'ARS qui n'envoie pas le document dans l'histoire à la fin, histoire de timing, j'en sais rien. Je ne vais pas m'acharner sur l'ARS, même si je pourrais en dire beaucoup de choses, sur beaucoup d'autres sujets. Mais là, en l'occurrence, l'ARS, alors, porte une responsabilité, c'est un peu gratuit de le dire. J'ai laissé les gens, le frère le dire, l'avocate le dire. Mais il n'y a jamais eu d'analyse de la manière dont l'ARS avait raté le coche. Parce qu'il n'y a pas eu de plainte après. Parce qu'on a conseillé aux frères de ne pas porter plainte. Etc., etc., etc. Madame Schreiber, ils ont donné l'alerte 3 semaines avant qu'il passe à l'acte. Ils ont dit, voilà, il faut... ils ont appelé son CMP, son centre médico-psychologique, voilà, CMP, et ils ont dit, Jean, il est en crise, vous le connaissez, etc. Mais vous êtes qui? On est les parents. Ah oui, mais c'est à lui de nous appeler s'il a besoin de prendre rendez-vous. Il est majeur. C'est à lui de nous appeler. Donc, c'est dring, bonjour, c'est Jean. Je vais pas très bien là. Dit comme ça, c'est la réalité quotidienne de combien de familles. Je vais pas me faire le porte-parole de quiconque, mais les autres familles vont, avec l'histoire de. Vous irez étayer étayer quoi? C'était étamer des théières au Maroc. Alors là, ça c'est la réalité vécue. On n'y peut rien, les faits sont têtus. Cette femme, on lui a dit ça. Un psychiatre. C'est un délinquant, on l'envoie au fond du Maroc. C'est sympa pour le Maroc. Mais clairement, ce qui était intéressant dans ce film, c'était de pointer. Moi justement, je me sens tout sauf procureur. Le monde n'est pas parfait, je ne considère pas qu'on peut tout critiquer à tout va comme ça, c'est facile. Mais là, c'est documenter des réalités critiquables. Voilà. Mettre sur la table des éléments. Globalement, ça met quand même en évidence la grande misère de la prise en charge des pathologies mentales. Moi, je me souviens, j'ai vu le psychiatre en prison, j'ai été jury d'assises, et quand on est tiré au sort, la première chose qu'on fait, c'est de vous emmener visiter la prison. Exactement. Et donc on a rencontré le psychiatre, et je me souviens toujours, disant, mais il disait clairement, 70% des gens qui sont là sont des gens avec des problématiques psychiatriques. Mais il dit, moi, j'ai 10 lits pour je ne sais plus combien de centaines de personnes. Donc ça commence là aussi, et j'ai bien aimé cette réflexion, enfin ces visions croisées là qu'on a eues sur la prison, ça soigne, ou la prison, ça rend fou, ou la prison... Voilà, c'est une réalité. Et je ne sais pas trop monopoliser, mais je me souviens quand on avait fait le contrat local de santé, ce qui était remonté du terrain des soignants, c'était quand même la non-prise en charge pas forcément de la maladie mentale, mais la maladie psychique en général. Et le non-accompagnement, parce qu'il n'y a pas de moyens, parce que ce n'est pas quelque chose qui se voit. Donc ça, je pense que c'est... Maladie invisible, voilà, comme dit la maman de Maxime. Et ça, c'est quand ça même, aussi, c'est... Voilà. Mais ce que j'ai vraiment aimé, c'est la réalité de toutes les souffrances, que ce soit celle de la famille du meurtrier, la souffrance des malades eux-mêmes, c'est évoqué aussi, puisque c'est des gens qui sont malades, il y a une souffrance. Et puis la souffrance aussi des soignants ou des gens qui prennent en charge, qui se rendent compte qu'ils n'ont pas les moyens de prendre en charge. Et donc il y a toutes ces souffrances globales, là, on se dit, bon, voilà, comment on en sort, c'est compliqué. Un jour, je ferai un film sur le bonheur. Je vous le promets. Mais là, c'est vrai que j'ai plutôt le... Là, je me dis, ça peut être utile. C'est-à-dire, c'est aussi le sens de faire ce genre de film. Moi, j'ai pas l'impression que je vais changer quoi que ce soit à la réalité. Ça, c'est absolument clair. Par contre, à force de générer des conversations, de planter des petites idées, des éléments de débat aussi, parce que c'est ça, finalement, un film documentaire.
je donne très peu. Enfin, je ne sais pas comment vous l'avez ressenti, mais là, clairement, je ne donne pas un avis sur ces réalités, relativement peu, en tout cas. Mais j'essaye de vous mettre dans la position un peu de tout le monde. Je vous demande un effort, je vous demande de changer de costume. Il faut que vous soyez un petit peu du côté des victimes, des parents, ensuite des deux, ensuite un peu psychiatre. Mais voilà, c'était en tout cas l'objectif. Moi, je trouvais que c'était un film poignant, ça veut dire on ressent, même si l'émotion a été maîtrisée, nous, on n'est pas, enfin moi en tous les cas, certains moments, c'était quand même une charge émotive quand même forte. Et c'est aussi un film que j'ai trouvé très beau d'un point de vue esthétique. Ça veut dire les images, le travail de la lumière à plein de moments. Et je veux dire, c'est beau parce qu'en même temps, ça renvoie au sujet même dont il est question. Hein. Ce travail entre l'ombre et la lumière, entre ce qui est montré, ce qui n'est pas montré. Et pareil, entre le rapport entre les paysages, donc les choses qu'on voit à l'extérieur, et puis l'intimité de la personne. Le paysage intérieur. Voilà. Exactement. Voilà. Donc ce rapport entre l'extérieur et l'intérieur, je trouvais ça vraiment beau, enfin je sais pas comment dire, beau à voir, mais dans la construction, enfin cette construction-là, que moi j'ai trouvé très belle. Et j'ai trouvé pour moi, en tous les cas, que c'était comme un trajet de réflexion, parce qu'au début j'entends ça, je dis, ouais mais il ne parle pas de ça aussi, et hop, ça vient après. Oui, mais et puis ça vient après. C'est comme si on était amené de situation en situation à une réflexion qui s'élargit, on rentre par différents biais, mais du coup, j'ai l'impression qu'on fait, j'allais dire le tour de la question, c'est peut-être un peu pour le dire, mais c'est assez large au niveau des réflexions, et rien, il n'y a pas qu'une seule entrée, voilà. Il n'y a pas qu'une seule entrée, il n'y a pas qu'une seule perspective, et donc ça fait une réflexion. Voilà, donc c'est beau du point de vue de la construction de l'image, mais c'est aussi intéressant du point de vue de la réflexion, et moi, du coup, moi, en tous les cas, ça me dit, enfin, je me souviens du moment où, alors je ne saurais pas dire dans quelle année c'était, où les décisions politiques ont été prises concernant la psychiatrie, et je trouve que ça, on en est à ce résultat-là, mais on pourrait le dire de la même manière sur tous les soins en général, voilà, etc. On pourrait dire sur tous les services publics, d'une certaine manière, puisqu'on parle de la justice, de la politique pénitentiaire, etc. On arrive au bout de plusieurs décennies à cette société qui met les gens en souffrance, qui ne protège pas, qui met les gens en souffrance, et je pense que ce film-là, il montre ça aussi d'une façon très sensible, très intelligente et très belle. Merci, monsieur. Eh ben, non, je ne t'ai plus, je passerai le message aussi à mon monteur, parce que mon monteur est quelqu'un qui est très important dans ce film, hein, Benoît Poncelin. On a beaucoup travaillé ensemble. C'est 5 semaines un montage, 5 semaines pour... Je ne parle même pas de la fin, c'est-à-dire le mixage du son et de l'étalonnage de l'image, mais là je parle bien de la construction, il est essentiel. Et mon cadreur et ingénieur du son, on a discuté de la forme d'abord, c'est-à-dire qu'on s'est rencontrés d'abord. Le premier rendez-vous qu'on a eu tous ensemble, c'est on a déjeuné, mon ingénieur du son, mon cadreur et mon monteur. Ce qu'on ne fait pas toujours, c'est rare. C'est-à-dire que le monteur intervient des mois plus tard. Mais on a pris le parti de nous réunir tous ensemble. On est allé se faire une bouffe et on a discuté à bâton rompu, place Clastan à Nancy. On a parlé bien d'autres choses, mais surtout de l'esthétique et de la construction du film, donc c'était fondamental. On a anticipé là-dessus. Et sur l'esthétique du film. Alors ça, c'est aussi... moi, je la lui dois, mais on l'a pensé ensemble. C'est-à-dire que j'ai la chance d'avoir le monteur qui a prolongé mon appétit pour la photographie, puisque c'est ce que j'ai voulu soigner là. Je pense qu'un film comme ça, si on ne soigne pas l'image, le fond passe moins bien. C'est-à-dire que tout doit être stable, très très stable. C'est un film sans mouvement. Hein. Enfin, voilà, je ne transporte pas le spectateur partout, parce que je sais que le fond vous transporte déjà. Donc j'ai besoin de quelque chose d'extrêmement stable. Et j'ai eu ce cadreur-là, Thierry Simonet, qui est remarquable, qui a été un prolongement de moi-même. Je le regardais cadré, il voyait comme moi l'image que je voulais. C'est rare.
Je vous le dis, c'est rare. Il est très expérimenté. J'ai mon producteur qui me l'a prêté, puisque c'est son cadreur fétiche. Et il m'a dit, ben voilà, je te file un cadreur expérimenté, comme ça, tu ne te questionnes pas là-dessus, tu auras le meilleur. Et là, j'étais heureux. Je l'ai remercié, et je ne le remercierai jamais assez. Ça facilite tellement les choses. Quelqu'un qui voit les choses comme vous. Voilà. Donc ça a été un... Mais ça, c'était un enjeu, effectivement, l'esthétique. Trouver la bonne distance. Ouais. Et puis ouais, c'est un vrai voyage aussi esthétique pour moi. L'originalité aussi, c'est que bon, il y a plein de films sur les mœurs, sur des trucs comme ça, style polar et compagnie, mais on ne voit jamais les familles de l'assassin, entre guillemets. Et là, ça donne un éclairage qui est complètement différent, parce qu'on en parle, on n'imagine jamais la douleur des parents qui ont eu quelqu'un de leur famille meurtrier, qui soit malade ou pas, c'est quand même une douleur. Bon là, dans ce cadre-là, la plupart du temps, les assassins, entre guillemets, étaient des malades mentaux, mais il y en a aussi qui ne sont pas malades mentaux. Bon, après, la justice, c'est autre chose. Mais ça donne un éclairage qu'on voit très très rarement, et qui a été fait avec une dignité. Chapeau, hein, parce que parler comme ils ont pu en parler, nous on était plus malades qu'eux à les écouter, quoi, parce que ça doit être terrible. Le but c'est vrai, aujourd'hui on a tellement d'images en nous qu'on n'a pas besoin d'en rajouter non plus. C'est-à-dire qu'on est soumis à un tel flot d'images, on a déjà vu tous ces meurtres, on les a déjà vus. Donc moi je prends le parti de dire on n'a pas besoin de les remontrer. Ou alors, quand je vais chercher l'intensité du moment, je vais aller mettre des dessins, par exemple. Ça aussi, pour moi, le dessin devient un objet transitionnel qui m'évite de mettre de l'hémoglobine partout. On sait que tout ça est violent. La musique m'aide à ça. Quand le père se lève et puis essaye de sauter, j'aurais pu mettre une reconstitution. J'aurais été sur une autre chaîne que France 3, j'aurais reconstitué la scène et j'aurais trouvé quelqu'un qui jette sur le père, qui le secoue, etc. Mais justement, tout l'intérêt, c'était là aussi de permettre la réflexion. Quand on est en train de regarder un père qui secoue le meurtrier de son fils, on oublie tout le reste. On n'est plus que dans le moment, dans l'instant. Mais j'avais quand même besoin de rappeler cette douleur, mais sous la forme musicale, quoi. Là, c'est la guitare de Rodolphe Burger aussi, pour ceux qui connaissent, qui a été un atout fabuleux. Quand on a été dans son studio enregistrer ces moments où on créait de la tension avec simplement une guitare, voilà, tout de suite. Mais c'était des moments, on choisissait nos intensités. La fin, quand vous avez vu l'escalier et puis une dame et des mains, vous avez tout compris. J'ai pas besoin de vous expliquer ce qui s'est passé dans la cave. Et c'est surtout d'aller même pas chercher, il n'y a pas besoin. C'est encore pire que ce que vous l'imaginez. C'est atroce. Mais là, une fois de plus, on n'a pas besoin d'avoir des détails. On a compris ça. Et on a ressenti. Là, je cherchais plutôt le ressenti, justement. Je ne voulais pas montrer. On a tous vu tout ça. On est soumis à un tel flot d'hémoglobine que, voilà, c'est pas forcément nécessaire. La prison, je me suis pas, ou l'UHSA, je ne me suis pas arrêté sur une porte qui claque. Il n'y en a qu'une dans le film. Une porte qui se referme. Mais sinon, je me suis arrêté là. Voilà, sinon on peut rentrer dans tous les clichés de l'hôpital. Il a fallu maîtriser quelqu'un à l'UHSA. Bon, on s'est interdit de filmer. Alors, tout ça, c'est des décisions qu'on prend. J'aurais pu choisir, malgré tout, de montrer cet aspect-là. Mais ça ne servait pas le film. Ça ne servait à rien. Il faut que les choix, il faut que l'image qu'on met dans le film ait un sens, ait un rôle, une fonction. Là, ça ne servait à rien. Mais on l'a vécu, on a laissé tomber, mais ils ont fait intervenir, on a quelqu'un qui était en pleine décompensation à l'UHSA à Nancy, les Robocop de la pénitentiaire qui arrivent, et il faut maîtriser quelqu'un. Bon, ils ont l'habitude de le faire, ils le font très bien, mais voilà, ça aurait pu être une scène. Ça aurait dit quoi? Ça aurait servi à quoi? La violence, elle est contenue dans les yeux de Natacha, dans le sourire, le demi-sourire de Madeleine, et puis dans Frédéric qui s'interroge et qui se dit peut-être que voilà, j'ai peur que mon frère un jour soit derrière la porte. Des fois, il y a des phrases comme ça qui vous dites, mais
d'où ça sort, quoi. Et c'est sa réalité. Il a eu aussi cette confiance-là aussi dans le réalisateur de me donner ces propos-là. C'est pas commun. Hein. Il ne l'a pas raconté à 10 000 personnes non plus. Hein. Il était rétif. Il ne voulait pas faire ce film. Il m'a rappelé, 1 an après la première fois où je l'ai appelé, j'avais abandonné l'idée de l'avoir dans le film, mais il m'a rappelé. Et donc on a repris un tournage juste pour lui. Et ça a été ma conclusion. Je le remercie encore aujourd'hui incroyablement. Ce qu'il a vu, ce qu'il a vécu, c'est quelque chose d'incroyable. Et ce qu'il vit toujours, puisqu'il est toujours en contact avec son frère, qui est toujours dans des unités pour malades difficiles. Hein, des unités de sortir un jour, on ne sait pas. Ça, c'est l'immense point d'interrogation. Est-il souhaitable qu'il sorte, oui ou non? C'est toutes les questions ouvertes. Ça fera l'objet d'un autre film, je pense. Ça fera l'objet d'autre chose. C'est en cours de préparation. Un irresponsable 2. Ah non, ce ne sera pas un irresponsable 2. Il n'y aura pas d'irresponsable 2, 3, mais comment? Ce sera quoi? Je reviendrai quand ce sera signé, je viendrai vous en parler. Il faut du bois là. On vous rappellera. Exactement. Donc voilà. Non mais c'est vrai. J'ai cette chance que quand France 3 a vu ce film, ils m'ont demandé de faire la suite. Donc il y aura quelque chose derrière. Parce que quand moi j'ai la suite. Alors l'après. Là je me suis arrêté. Vous avez vu que je me suis arrêté au moment où on déclare quelqu'un irresponsable. Mais il se passe plein de choses après. Ils ont une vie après ces gens-là. Quand moi je l'avais vu à la télévision, je sais pas sur France 3, je ne sais plus quand est-ce qu'il était passé. C'est ça. Ouais. J'étais restée sur ma faim parce que je me suis dit, mais c'est trop court, il me manque la suite. En février, alors que j'ai pas retrouvé ça. Ouais, j'ai pas retrouvé ça maintenant parce que peut-être c'est un grand écran, parce qu'il y a une émotion dans la salle, on n'est pas seul à la regarder. Donc, mais il manque quelque chose encore. Voilà, quand ce sera mûr, quand je suis en plein repérage, écriture, mais voilà, 2024 j'espère. Mais toujours sur les mêmes questions. Enfin, pour moi, il y a des questions qui ne sont pas résolues. C'est évident qu'il y a une nécessaire réflexion. Là, je pose les cadres d'une réflexion, c'est-à-dire on a une tendance à considérer comme dangereux des malades mentaux qui méritent d'être soignés. Je résume le sujet. Moi, mais le sujet, c'est le sujet de base. Ensuite, on peut essayer de rentrer dans les détails. Ce film-là ne traite qu'une partie. Maintenant, on va passer dans autre chose. Voilà. L'avenir, parce que c'est quand même la question que tous se posent. Les parents aussi, quand il va sortir, si je le retrouve à sa sortie, je risque que la violence que j'ai en moi, ce que dit le père de Luca, donc voilà, il y a tout ça qui reste les questions que je laisse en suspens, complètement, oui, forcément. Et c'est en 52 minutes, on peut ouvrir des portes, c'est compliqué de toutes les refermer. Mais voilà, c'est pour ça que l'idée d'une suite est née. France 3 avait fait un film sur la prison. Là, on est à la frontière de la prison et de la psychiatrie. Maintenant, il faut aller s'intéresser à la psychiatrie. On verra la suite. Voilà. Moi, j'avais juste encore une petite question. Bien sûr, bien sûr. Parce que c'est un film qui parle de schizophrénie. La schizophrénie, c'est une maladie qui est de plus en plus fréquente, malheureusement, semble-t-il. Alors, est-ce que vous n'avez pas eu peur, justement, en faisant ce film, de dresser un portrait extrêmement sombre de ces personnes malades? Parce que, est-ce que vous... Moi, ce que j'aurais aimé, c'est savoir, par exemple, le pourcentage. Parmi les schizophrènes, la plupart ne sont pas dangereux. J'en sais rien, c'est une question que je vous pose. Ça devrait presque être un préalable au film. Ça devrait être un préalable. Ce film ne concerne pas tous les schizophrènes. Mais vous voyez, j'aurais pu le mettre en bandeau. Il y a beaucoup de préjugés. 85% des schizophrènes sont des victimes. C'est ça. De violences en prison, par exemple. Ils sont victimes de leur propre maladie, ils sont victimes de leur entourage, ils souffrent. En gros, là, je me parle, effectivement, c'est une excellente question. On aurait dû en parler même, vous auriez dû poser la question avant le début. Bah oui, mais c'est le début de la réponse. J'aurais pu le garder dans le film. À un moment, les psychiatres me l'ont tous dit. Mais bon, dans 52 minutes, voilà, il faut resserrer sur un sujet. Mon propos, c'était pas la schizophrénie. Mon sujet, c'était l'irresponsabilité pénale. La majorité des irresponsables pénaux sont des schizophrènes paranoïdes. Ça, c'est une réalité. Mais
ça n'est qu'une toute petite partie de la schizophrénie. C'est effectivement, ils sont d'abord des victimes, d'abord des malades, d'abord des gens qui souffrent, et c'est terrible, c'est terrible. Vous avez tout à fait raison. Là, et c'est un enjeu. Paranoïde. Oui, schizophrénie paranoïde. Là, c'était plus ce cas de figure-là. Oui, oui. Voilà. Et sinon, ce qui se dit aussi sur la schizophrénie, c'est que les gens qui souffrent de ça, en fait, ils passent 80% de leur temps à lutter contre leur maladie pour paraître normal. Exactement. Et ce qui fait qu'ils sont triplement fatigués. Ouais. Ils sont épuisés par ça, quoi. Bah, je me permets de poser la question parce que j'ai connu malheureusement des personnes atteintes de schizophrénie et j'ai vu leur souffrance. Donc, c'est terrible. Des personnes en immense souffrance. Ce sont tous, majoritairement, on peut aller jusqu'à 90%, sont tous des auteurs de crimes. Là, effectivement, mais forcément... C'est toute petite minorité. C'est une toute petite minorité, mais malgré tout, c'est celle qui concentre les enjeux autour de la sécurité. Moi, c'est là-dessus que je suis allé gratter, c'est-à-dire... Et puis là, ça rejaillit sur tous, en fait, parce que du coup, comme on ne comprend pas bien non plus cette maladie-là, souvent, c'est une maladie mentale, est-ce qu'ils sont fous, est-ce qu'ils sont pas fous, on ne sait plus trop, quoi. Oui. Et du coup, voilà, on mélange tout. Comment ? Et quand ils sont traités, ils peuvent faire une conversation tout à fait normale. Bien sûr, oui, bien sûr. Regardez même notre Giorgio, par exemple, celui qui s'exprime, celui qui a tué cette femme de ménage à la maison des adolescents à Metz, face caméra, il vous explique, c'est quelqu'un qui vous explique, et j'ai passé une journée avec lui, c'était quelqu'un, le gars le plus souriant et sympa du SNPR. Il fait marrer tout le monde, c'est quelqu'un de normal. Et lui, il dit qu'il a peur de lui-même, en fait. Voilà, il a peur de lui-même. Ça, mais il faut imaginer à quel point c'est difficile pour Natacha, par exemple, d'entendre ça. Non, mais ça, elle ne peut pas l'entendre. Mais à quel point c'est un choc. Donc c'est vrai que c'est un peu on danse sur un volcan avec tous ces sentiments contradictoires, toutes ces... Voilà. Évidemment, il faut des films, il y en a eu sur la schizophrénie et il y en aura encore. Mais globalement, ce que j'interroge aussi, c'est malgré tout notre rapport aux malades mentaux en général. On a passé notre temps à enlever les murs des prisons, mais on a construit des murs dans la tête des gens. Plus on a fait de l'ambulatoire, plus on a construit des sortes de murs dans la tête des gens. Plus les murs de la psychiatrie tombaient, plus ils se reconstruisaient ailleurs. On a une faculté à construire des murs, c'est absolument... Mais en même temps, il y a aussi des moyens qui ont diminué énormément. Qui se sont un peu transférés en fait, c'est-à-dire on a eu cette illusion de l'ambulatoire, mais au départ c'était vachement intelligent. Même dans l'ambulatoire, il y a eu beaucoup de moyens. Bien sûr. Mais ce que vous dites vis-à-vis des personnes qui commettent des crimes, ce qui est dit là, c'est aussi vrai pour beaucoup de maladies mentales en général, même de gens qui ne commettent pas de crimes, c'est qu'à un moment donné, les moyens sont tellement faibles et le suivi tellement médiocre que les gens rentrent dans des souffrances pas possibles et mettent leur famille en difficulté. Et tout ce microcosme autour de la maladie mentale, c'est une souffrance pour plein de gens, quoi. Même quand les gens ne commettent pas de crimes. Et c'est vrai du plein de maladies, pas seulement de la schizophrénie. Il y a des maladies psychiatriques qui demandent un suivi, qui, s'il est bien fait, s'il est bien fait, la bipolarité se soigne, se stabilise très bien. Ça s'effondre, on a les personnes en souffrance, mais aussi les familles et, in fine, la société tout entière, parce que ça fait des tas de... Moi, je parle souvent d'effet d'onde, en fait, c'est-à-dire l'effet d'onde. Alors là, c'est un fait qui va générer une onde et toucher tout le monde. Moi, je me suis intéressé à ça. Le fait au cœur, c'est un acte violent. Et après, je regarde l'effet d'onde. L'effet d'onde sur les victimes, l'effet d'onde sur les parents, sur les auteurs, comment ça se propage, comment la structure de la société résiste à ça ou ne résiste pas. C'est un résumé rapide de ce travail-là. J'ai regardé l'effet d'onde et j'ai vu ce qui résistait et ce qui s'effondrait. La justice n'a pas joué son jeu, on est obligé de le reconnaître. La santé, si on pense à l'ARS, ça s'est fragilisé. Du côté des parents de Jean Schreiber, le CMP n'a pas été... Il y a une autre précision qu'il faut que je vous donne, c'est sur le Jean Schreiber. Au moment où il se sent mal, il perd son psychologue de référence.
qui prend sa retraite. Et comme il a changé de lieu de vie, il ne dépend plus du CMP duquel il dépendait historiquement. Et boum, terminé. Il suffit de ça, si j'ose dire. Quelques semaines, quelques hasards, et ça nous provoque cette répercussion-là. Absolument terrible. Ça veut dire à quel point c'est l'ensemble du maillage qui a du sens. Mais bien sûr. Je te rejoins là-dessus, c'est essentiel. C'est ce maillage-là qui est pertinent. Mais on ne peut pas croire dans ce maillage si on passe son temps à regarder à avoir des trous béants dans la raquette. Le simple fait, l'histoire de « il est majeur, il n'est pas majeur », fabuleux. On pourrait parler du handicap en général en la matière. On crée des frontières au moment même où on a besoin de ponts. C'est absolument clair. Le pont entre la famille et l'institution, il n'y a pas une famille qui ne se plaint pas du rapport à l'institution. Ils sont les premiers à connaître, je ne vais pas être démago là-dessus, mais malgré tout, cette femme, cette maman de Maxime, quand elle dit les aidants, mais on ne nous écoute pas, jamais. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que le continuum de protection qui doit aller du malade jusqu'au bout de l'institution avec les parents au milieu et les proches, il est fragile, ça tient à rien du tout. Si un tout petit fil craque, tout s'effondre. Et on peut aller juste... Je ne suis pas catastrophiste, hein, mais ça on peut le constater, c'est concret, c'est documenté. C'est des exemples de vie de gens. Alors c'est ça. Généralement dans les salles, je retrouve des gens qui me relancent là-dessus en me disant « Ah bah oui, moi ça me fait penser à l'affaire de machin », ou alors moi c'est dans ma famille et j'ai connu ça, ils ne nous écoutent plus, on a attendu des mois avant d'avoir tel rendez-vous. Mais tout ça, ça peut avoir une conséquence concrète. C'est pas toujours dramatique. Hein. Moi, c'est vrai que j'étudie un objet qui, très vite, on tombe dans le drame, mais ça peut vite devenir dramatique. Ouais. Si c'est pas dramatique, il y a quand même beaucoup de souffrance là-dedans. Ah, c'est absolument clair. Après, on a des moyens de réagir à ça, justement. C'est à nous, en faisant de la politique, pour ça. Par exemple. Non, mais la politique, ça c'est de la politique, à l'état brut, si j'ose dire. Je suis pas allé... C'est une conséquence de décisions politiques, très clairement. Tout ça sont des conséquences de décisions politiques du passé et du présent. Et aujourd'hui, c'est des choix qu'on fait encore. C'est des choix collectifs. Bien sûr. Oui, bien sûr, tout à fait. On est tous, hein. Moi je me mets totalement dedans. C'est pour ça que je refuse de pointer du doigt qui que ce soit. Hein. Alors l'ARS, ça me fait un peu plaisir, parce que j'ai eu plein de débats avec eux. Rien que pendant le Covid, beaucoup de débats avec eux. Ils ont une immense capacité à ne pas reconnaître que ils sont pas bons, quoi. Enfin, il y a un moment, nos structures, il faut les questionner, quoi. Enfin, pardon, là, c'est un point de vue personnel. Arrêtez d'enregistrer, s'il vous plaît. Ça, on pourra couper. Vous couperez. Hein, là, voilà. Mais il y a des anciens directeurs de l'ARS qui l'ont même payé très cher. Mais non, c'est du goulag assuré, évidemment. Mais là, c'est fou, c'est-à-dire que c'est le coup du... il manquait le certificat de l'ARS, le papier, quoi. Ça se joue à ça. Pas que. Ça se joue à des médecins qui disent à une maman qui est en face de... qui vit au quotidien avec celui qui peut représenter la mort, sa mort, qui lui disent « Ah ben non, on ne veut pas rompre la qualité de notre relation avec votre fils. » Et encore, et là encore, je dis, je ne suis pas en train de pointer absolument les médecins, mais là c'est documenté, c'est vrai, ça s'est passé comme ça, c'est pas critique, c'est pas questionnable, ça s'est passé comme ça. Mais c'est la petite part de responsabilité de chacun. Les deux soignants qui se sauvent face à la violence, ils se sauvent, mais personne ne signale derrière, personne n'alerte, on s'en va, quoi. On se dit, mais comment c'est possible, quoi, de ne pas alerter, de ne pas dire ça dysfonctionne à fond, il faut faire quelque chose. Non, presque comme dans un dessin animé, quoi. On se rend pas, on se sauve et puis... le drame arrive derrière. Et c'est le fils qui tue la mère, et il reste au frère
à demander des comptes à l'État. Vous imaginez quand même? Et donc c'est pour ça qu'il n'y a pas d'enquête, parce que c'est tellement lourd à porter. Là j'en ai discuté plusieurs fois avec Frédéric et il me disait mais non, mais évidemment d'abord on m'a déconseillé, mais même si je voulais y aller, il est où le dossier médical? Il est où le dossier? J'ai jamais eu la main dessus. Même pendant, donc ils se sont retrouvés devant la chambre de l'instruction, l'avocate s'est plainte de ne pas avoir tous les éléments pour pouvoir constater qu'il y avait bien eu une erreur de l'agence régionale de santé. Ils n'ont pas eu le document. Réponse de la justice, c'est pas le sujet du jour. Ce sera le sujet de jamais. Donc ça aussi, à force de ne pas faire de retour, on appelle ça des rétex, les retours d'expérience dans l'armée, on appelle ça, à force d'aller creuser ces sujets-là, on apprend quoi? On apprend quand? On apprend au prochain drame. Rendez-vous au prochain drame, quoi. Oui, c'est ça. Il y a un côté comme ça qui est... Voilà, on se réveille quand il y a 2 infirmières qui sont assassinées, tout d'un coup on dit « Ah, on va faire un grand plan de psychiatrie. » Voilà. Une nouvelle loi. Oui, c'est ça, on va faire un plan, une loi. Un drame, une loi. Mais s'il faut attendre des drames pour que ça bouge, c'est ça qui est... Et puis ça ne bouge pas dans le bon sens. C'est trop dans la réaction. C'est ça, c'est ça. On n'est jamais bien non plus dans le coup de l'émotion, parce que c'est ça, oui, c'est sûr. Non, mais vous avez le courage de lever des tabous sur le dysfonctionnement dans le domaine du soin aussi. Et ça, c'est très très courageux. Courage, je le ressens pas comme ça. C'est pas très courageux. Tous ces gens-là, ce sont les gens qui sont dans mon film qui sont courageux. Ce sont des faits. Moi, je suis pas très courageux. C'est vrai que je m'appuie par contre sur leurs histoires De pour essayer de pointer des sujets qu'on peut peut-être dénouer. Oui. Je dénoue rien en plus. C'est-à-dire, c'est en cela que je trouve pas ça courageux. C'est que moi, j'apporte pas de solution, j'apporte pas de... Mais voilà, des nœuds en tout cas. Voilà. Maintenant, on a ça à dénouer. Ça peut être intéressant. Ça peut servir de prise de conscience quand même quand on voit le documentaire. Est-ce que ça a été montré à dans des écoles d'infirmières, des écoles d'avocats? Alors, des étudiants en droit. J'ai fait ça devant la fac de droit de Nancy. Il y a eu le festival du film judiciaire, donc j'avais là c'était chouette, c'était chic, j'avais même le premier président de la cour d'appel qui s'est déplacé et avec qui on a eu une excellente discussion. Il y avait des avocats dans la salle, des magistrats, etc. Et tout cela, elles sont associées au film, évidemment. Qu'est-ce qu'il y a eu encore? Il a été primé, je crois. Oui, merci. Mais c'est vrai, il y a un festival du film de santé mentale à Lorquin. Et bon, voilà, Lorquin, ils ont bien aimé. Et donc, ça a été mon petit moment d'autosatisfaction que les spécialistes du sujet en tout cas m'adoubent comme ça. Ça, c'est pour moi, c'était mon luxe, quoi. C'est vrai, ils ont été super. Et ça m'ouvre des portes maintenant. Énormément. Est-ce que ça les fait réagir aussi? Est-ce qu'ils peuvent que constater qu'il y a eu des manquements? En fait, les spécialistes de la psychiatrie, à Lorquin par exemple, ils constatent tout ça. Ils n'ont rien à dire, enfin si, sauf qu'ils valident le constat. Moi, je ne suis pas dans le domaine, je suis un journaliste documentariste qui vient avec ses constructions, mais elles correspondent à la réalité. C'est déjà... Il n'y a pas de solution. Ils voient la démographie médicale s'effondrer, ils voient l'absence de formation, ils voient que la psychiatrie... Je suis en train de faire un autre film que je termine là, après-demain. Il y aurait... Comment? Sur quoi? Alors, c'est autre chose, mais je suis allé m'intéresser à la drogue et à la violence en milieu rural. Et j'ai choisi Verdun. Verdun. En Meuse? Oui. Et voilà, donc au mois d'avril, normalement, ce sera diffusé sur France 3. Et là, on parle de drogue, on parle de ce sujet-là. Il y a une grande partie qui concerne le soin. Et un des constats, c'est qu'il manque de psychiatres. Parce que aller demander à quelqu'un de se sevrer, vous l'emmenez 5 semaines en post-cure et puis vous lui dites tout va bien. 3 mois plus tard, il est à nouveau case départ. Parce que le suivi psychiatrique, psychologique n'existe pas. Et oui. C'est en cela que je suis d'accord avec ce que tu disais, Eliane. C'est le côté, on pourrait appliquer ces problèmes-là à d'autres sujets. Là, la démographie médicale, j'aurais pu aborder un autre sujet dans le sujet, c'est le manque d'experts en France. Les experts psychiatres se trompent, eh oui, parce qu'ils ne sont pas suffisamment à être mobilisables.
Je connais un expert en Lorraine qui a réalisé l'année dernière 1500 expertises médicales en un an. Je vous avais bien entendu le chiffre. Hein. L'année dernière, 3 par jour. Ça veut dire donc 6 certains jours et 0 un autre jour. Ça veut dire donc 10 un... 1500, c'est un gars qui a 80 ans. Il a le temps. Expert. Alors, interrogez-vous. Je ne peux pas critiquer cet expert-là en particulier, même si c'est beaucoup le critique. Mais c'est même plus de l'abattage. Comment on fait qu'est-ce qu'on fait quand on fait des expertises à 4 dans la journée? On fait quoi comme expertise? On fait ce que la justice nous demande. Voilà, c'est ça. Ça va, il est à peu près bien. Ouais, on peut l'avoir en garde à vue. Ouais. On fait une demi-page. Puis voilà, ça c'est une expertise médicale. Mais parce que personne ne veut plus être expert déjà, parce que l'État paye très très mal, maltraite ses experts. J'ai fait des grèves d'experts à la cour d'appel de Metz. Ils étaient payés avec 7 mois de retard. Faites une prestation, on vous paye 7 mois après. C'est même pas comme une entreprise, c'est pas dans les 90 jours. 7 mois après. Vous avez envie d'être expert, vous? Moi, j'ai pas envie d'être expert. Et ils sont souvent payés comme ça. On ajoute ceci à cela, à cela. Je suis pas en train de dresser un tableau catastrophiste de la France, mais malgré tout, quand on regarde dans le détail, on peut se poser quand même... voilà. Les budgets, on peut parler de l'État-providence qui irait beaucoup trop loin en France. C'est super. On est la 37e justice au niveau européen en termes de budget. Ah oui. C'est pour ça que Dupond-Moretti maintenant, il a des plus 8% de croissance du budget. Mais on sera donc que 30e justice européenne dans 2 ans. On a des procédures de rattrapage qu'on pourrait appliquer à peu près partout. À peu près partout. Donc, on a besoin. Donc, voilà, c'est des conversations qui méritent d'être prolongées comme ça. D'autres questions, remarques, n'hésitez pas. Voilà. Eh ben merci, alors j'espère bientôt. Ouais, je vous en parlerai. Merci d'être venu en tout cas. Merci à la série de m'inviter. Parce que sans diffusion, les films, ça existe pas.